C'est parti pour le ZCL News de ce jeudi 31 mars, dernier jour de l'année. Et ça annonce de bonnes nouvelles, puisque à partir de demain, ça finit, ça fait masse là. Ah, les gens vont respirer. Enfin, les gouvernements vont respirer. Alors peut-être Nimonga dit, ça prend une blague à masse. C'est-à-dire, après le 10 avril, c'est présidentiel français, est-ce qu'il y a pays où mettez masse là encore? Est-ce qu'après, justement, c'est vraiment le cas, on blague à masse? Mais enfin, bref, pour l'instant, à partir de demain, c'est pas en poisson d'avril, mon pays ni masse, on peut aller au cinéma, on peut aller dans boîte de nuit, pays ni couvre-feu, bref, tout est fini. Juste à quand il y a maintenant quoi veiller. Sinon, aujourd'hui, le proverbe du jour, Zandoli Kabaï compte sans ini. Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut donner que ce que l'on possède. Vous connaissez le proverbe aussi. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et le plus bel homme du monde ne peut donner que ce qu'il a aussi. En tout cas, nous sommes avec vous jusqu'à 14h pile. Aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est le jour du ZCL Offside. C'est cette émission qu'on fait chaque mois. On va dans une commune. Le mois dernier, nous étions à Pointe-Noire. Là, nous sommes à Déé aujourd'hui. Et je vous dis, il y a de belles choses à voir. Et d'autant plus que dans un mois encore, il y aura quelque chose à dire dans le même sens. Mais enfin, on y reviendra vers 13h30 précis. Sinon, on va recevoir Christian Gonon, interprète de comédie française, Kim Barou, qui est son assistante de mise en scène. Ensuite, on aura Philippe Oubana pour le chef de projet marketing et communication de la MGPS. Et Didier Vril, c'est aussi président de la commission des très petites entreprises, sera accompagné de Eliazor Flora, présidente régionale de 60 000 rebonds. On va vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Sinon, à 13h30, je vous le dis, le ZCL Offside, n'oubliez pas, c'est vraiment un focus sur une commune et c'est quelque chose que nous ferons chaque mois. Vous verrez, vous aurez l'occasion de revoir nos communes, nos villes d'une autre manière. L'actualité, c'est le rallye de mathématiques. Et la finale, c'est Olivier Félix qui est allé compter 1, 2, 3, 4, 5. Rallye de mathématiques, c'est intéressant les jeunes élèves et c'est intéressant pour le cycle 3. La conférence de la Fédération hospitalière à Basse-Terre avec le nouveau patron, c'est le docteur Atala. Inimas toujours, il y a Inimas, mais demain, il y a ça encore. La région visite dans le centre de formation. Là aussi, est-ce que Yonimas? Oui, Yonimas, c'était hier. Demain, on verra plus ça. Et puis, on fera des sites départementaux, une vitrine pour nos artistes avec Olivier Félix. Voilà un peu ce qui fait l'actualité. On commence par la finale du rallye de mathématiques pour le cycle 3. Reportage Olivier Félix. Je dis bien que c'est très important que nos jeunes soient connectés mathématiques parce qu'aujourd'hui tout se fait avec le digital et l'informatique et pour faire de l'informatique de digital, il faut bon en mathématiques et c'est pour ça que ce rallye mathématique pour nos plus jeunes c'est quelque chose de très important. Dans un instant on va recevoir les comédiens. Tout de suite on regarde le reportage d'Olivier Félix. 3, 2, 1, top, vous pouvez lancer. Chaque année, on a une participation qui est exceptionnelle. On dépasse de très très loin les grandes académies de métropole. Pour vous donner une petite idée, l'académie de Bordeaux, qui a le plus gros rallye de France, doit avoir, je crois, 6 ou 7 000 participants. Et cette année, en Guadeloupe, malgré le Covid qui nous a donc diminué énormément nos effectifs, nous sommes à 8 500 participants. Il y en a autant en Martinique, puisque l'université est sur les 2 îles. L'année dernière, on avait eu, souvenez-vous, une baisse du Covid en janvier, moment d'inscription au rallye. Donc tous les établissements avaient envie de participer. Et l'année dernière, on a eu le record de participation, avec sur les 2 îles, 24 000 enfants qui ont participé, dont 13 000 en Guadeloupe. Nos catégories, c'est donc depuis les petits jusqu'aux lycéens. Donc là, aujourd'hui, c'est la finale du cycle 3, qui comprend le CM1, le CM2 et la 6e. La semaine dernière, mercredi dernier, c'était la finale des lycéens. C'est seconde première générale et seconde première professionnelle. Les professionnels participent aussi au concours de mathématiques. Et la semaine précédente, c'était sur le cycle 4. Donc on avait les 5e qui ont un sujet un peu particulier. Ils ont un sujet multilingue. Et l'attachement que l'on porte aux mathématiques, là, et puis la reconnaissance aussi du travail fait par les équipes éducatives en lien avec l'Université des Antilles, l'IREM, pour développer aussi l'appétence pour les mathématiques. Et vous savez que c'est une problématique aujourd'hui au niveau national, mais qu'on rencontre même d'une manière amplifiée en Guadeloupe. Donc il est important que nos élèves tombent amoureux des maths.
Et à travers les compétitions, à travers tous les projets qui sont engagés par les équipes et qui sont vraiment très nombreux, je crois qu'il y a vraiment cette idée que les maths, vous les utilisez tous les jours dans votre vie. Après, évidemment, il y a différents niveaux d'utilisation jusqu'au niveau expert en termes de maths. Mais il faut se rendre compte qu'à chaque niveau correspond à un besoin d'acquis pour ces élèves. Et je crois que le jeu est toujours une très belle entrée parce qu'ils ont moins l'impression d'être dans un cours classique de mathématiques. Et ici, je crois qu'ils se font vraiment plaisir. Oui, et donc on verra nos jeunes mathématiciens, ils commencent très tôt, mais en fait, ça monte en flèche après, et on souhaite réellement que nos jeunes accèdent aux mathématiques supérieures, comme ça s'appelait avant, mais maintenant, de plus en plus, les mathématiques sont la base même de l'enseignement dans certains domaines. Bien sûr, il y a le français, il y a les langues, les autres disciplines, mais les mathématiques, ça compte beaucoup. Et donc, il faut encourager nos jeunes à être des matheux parce que ça leur permettra effectivement de se débrouiller demain, puisque nous le savons, c'est pas toujours évident d'être seulement un littéraire, ça sert, mais un mathématicien, c'est aussi important, et beaucoup de choses aujourd'hui. Les algorithmes, par exemple, il faut les connaître quand on est adulte et même avant, et c'est ce qui gère un petit peu tout, ouais, le portable avec les algorithmes de Facebook, avec les algorithmes des WhatsApp, etc. Ça fonctionne. Voilà. On revient à la santé, puisque je vous l'ai dit, les masques demain, les masques tombent demain. C'était la dernière conférence de presse d'hier masquée, puisque les règles sanitaires aujourd'hui sont abolies, provisoirement peut-être, on ne sait pas. Est-ce qu'après le 10 avril et après les élections présidentielles françaises, on ne va pas revenir à l'ancien système? En tout cas, plus de couvre-feu, plus de passe sanitaire, plus de masques, sauf dans les endroits, les hôpitaux et les lieux où il y a des soins. C'est un progrès. Peut-être que ça permettra au commerce d'avoir un reboostage. Ça permettra aussi à l'événementiel d'avoir un reboostage. On verra ça dans les semaines qui viennent. On attendra un peu. Et surtout, le premier rendez-vous, ce sera après les présidentielles. Conférence donc de la Fédération hospitalière, et c'est le grand patron, docteur André Atala, qui est aussi maire de Basse-Terre, qui présidait et qui présidait cette conférence de presse, reportage, Maxime Morel à Basse-Terre. Alors je reprends les propos du ministre des Outre-mer qui est venu nous rendre visite, avec qui on a discuté, et qui il a redit au Sénat quand il a pris la parole dernièrement, et il a dit que pour les Antilles, il faut un rattrapage sanitaire. Et donc moi je saute un peu sur l'occasion. Il confirme bien en haut lieu que nous avons ce rattrapage à mettre en place. J'ai bien insisté sur l'importance des inégalités territoriales de santé. Pourquoi? Parce que comme nous sommes cette situation d'insularité, même si certains départements de l'Hexagone ne sont pas bien dotés en équipement, juste à côté, vous prenez l'ambulance, vous prenez le VSL et vous pouvez accéder, ou le SAMU, à un service de réanimation s'il n'y a pas de place dans votre département, à un scanner, à un IRM. Nous, lorsque la structure est saturée, il faut prendre l'avion. Donc cette situation d'inégalité territoriale et santé, et donc pour nous, c'est dans le cadre du plan de convergence de l'égalité réelle, mettre cette thématique de la santé et sur les 5 ans se donner les moyens d'arriver aux objectifs que nous souhaitons mettre en place pour la santé en Guadeloupe. Alors on peut mettre en place 2 ou 3 axes en même temps puisqu'ils sont complémentaires, mais c'est vrai que l'attractivité pour nous est fondamentale parce qu'on va voir, on l'a dit, un très beau CHU, mais il faut qu'on ait derrière cet hôpital qui aura tout l'équipement qu'il faut, tout le plateau. Il faut qu'on ait derrière des techniciens, que ce soit des médecins, des paramédicaux de qualité, en nombre, avec les compétences qu'il faut pour pouvoir, et on l'a vu, la démographie médicale, elle est faible, mais en privé et en public, ce qui fait que le fait qu'il manque des médecins en ville, on a tendance à se rabattre sur l'hôpital. Donc même si nous, fédération, nous représentons l'hôpital public, nous allons travailler en mettant en place très bientôt les assises de la santé. Nous allons inviter l'ensemble des partenaires, y compris les privés, les représentants du personnel, parce que, comme on dit, on est dans le même bateau, public comme privé, personnel paramédical, personnel soignant, médecin. C'est ensemble qu'on va pouvoir faire avancer la santé en Guadeloupe.
C'est surtout, nous, des réponses qu'on attend, des engagements de la part de ces candidats. Il y aura un deuxième tour. Et puis, on sait très bien quand un candidat est élu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est la première année où il veut marquer son emprise. Et là, avec le biais de la Fédération hospitalière de France, qui a un poids conséquent, comme je disais, il n'y a pas une loi qui est mise en place en France, dans l'Hexagone, sans que la Fédération hospitalière de France ne soit concertée et contactée. Et on va compter sur ce relais avec un document qui est bien rédigé, et je remercie tous les spécialistes qui nous ont aidés à le rédiger. On n'arrive pas avec des demandes un peu aléatoires, on arrive avec du concret et qui est bien quantifié et ça fait sérieux. D'accord, bien voilà, on va parler théâtre aujourd'hui avec, c'est pas tous les jours qu'on reçoit des gens de la Comédie Française. Bonjour, monsieur Boudon. Je suis ravi. Et bonjour aussi à Kim Barouk, son assistante. Vous êtes venu en Guadeloupe pour une pièce, un nom un peu bizarre. Les 5 fois où j'ai vu mon père, j'ai pas encore vu cette pièce, malheureusement. Ouais. C'est difficile d'en parler. Vous allez en parler d'ailleurs, puisque mise en scène par un Haïtien que je crois connaître, Guy Régis Junior. Oui. Je crois que je le connais. Alors, expliquez-nous un petit peu la pièce d'abord, et puis après on parle un petit peu de votre carrière, parce que j'ai vu de votre carrière, théâtre, cinéma, sociétaire de la Comédie Française, c'est pas rien. Hein. Oui. Alors, le spectacle, c'est le plus intéressant. Ce texte, Les 5 fois où j'ai vu mon père, oui. Donc écrit par Guy Régis Junior, que je connais depuis 15 ans. Ah, vous le connaissez depuis 15 ans? Oui, j'ai lu beaucoup de ses textes. Et ce projet, on l'avait... Vous l'avez connu en France ou en Haïti? En France. En France, j'ai commencé à lire ses textes aux Francophonies à Limoges. Puis on s'est fréquenté comme ça à chaque fois qu'il avait besoin d'une voix ou moi d'un texte. On s'appelait. Oui. Et ce projet, on le porte depuis 3 ans. On devait le créer en Haïti, et ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Après, il y a eu le Covid. Après, j'ai mon activité à la Comédie Française qui me laisse aussi peu de temps. Et c'est trouvé aussi. Hein. Voilà, que les étoiles se sont alignées et on a pu le créer en janvier à Paris et faire cette tournée qui nous a amenés en Martinique et en Guadeloupe. Donc dans les Caraïbes, et c'est un texte quand même qui porte la Caraïbe en lui. Alors, on ne parle pas créole dans la pièce quand même, non? Non, mais on aurait pu, mais peut-être plus tard, quand j'aurais appris. Vous voulez apprendre quand même? Mais Guy Régis peut vous apprendre le créole. Oui, je pense. Il me parle de temps en temps en créole quand il me donnait des indications. Oui. Et ça parle, c'est son histoire, hein, c'est l'histoire de Guy Régis. Romancé, bien sûr, théâtralisé, des 5 fois où il a vu son père qui est parti, qui a quitté Haïti pour... à l'époque de Duvalier, j'imagine. Oui, cause dictature, bien sûr. Et dramaturgiquement, ça commence par la 5e fois, quand il avait 12 ans, jusqu'à la première fois où il avait 3 ans. On recule 5, 4, 3, 2... Il le fait à l'envers. Il le fait à l'envers. Ouais. Le roman qu'il a écrit... puisqu'au départ c'était un livre qui est publié chez Gallimard, c'était 1, 2, 3, 4, 5, là c'est 5, 4, 3, 2, 1, ce qui donne aussi une ligne dramaturgique plus intéressante pour le spectateur. Et dans ce texte est convoqué son père, sa mère et 8 enfants. Oui. Donc il y a 4 voix, il y a le narrateur, l'auteur lui-même à son âge, à la quarantaine, et puis lui aux différents âges, et puis sa maman et son papa, et puis des dialogues comme ça qui surgissent de la mémoire, comme quand on se rappelle, on raconte une histoire, on dit oui, alors mon père était là, et puis il m'a dit ça, puis hop, le dialogue s'enchaîne. C'est un petit peu freudien quand même. Ah, il y a quelque chose, oui. C'est la recherche du père. Alors, la quête du père, c'est toujours... La quête du père est universelle. Hein. C'est pour différentes raisons. Lui, c'est les événements politiques d'Haïti qui font que les hommes quittent cette île à cause de la dictature et puis peut-être... Alors, Madame Barouk, vous êtes assistante à la mise en scène. Tout à fait. Comment vous êtes entrée dans ce spectacle? Bon, alors moi, j'ai l'habitude de faire travailler les acteurs. Oui. Donc, je suis répétitrice de base, je suis déjà comédienne. Oui. Ah, vous êtes donc, j'ai une formation de comédienne. Ouais. D'accord. Bon. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec d'autres acteurs de la Comédie Française avant de travailler avec Christian. Et puis, on avait besoin d'une assistante et j'ai rencontré Guy Régis et il m'a dit allez, c'est parti. Oui. Et le texte aussi, ça vous a parlé? Oui, évidemment. Déjà, le sujet, il y a forcément aussi une part de mon intime qui a résonné fortement. Oui. Et puis après, évidemment, l'écriture même de Guy Régis, sa poésie, l'imaginaire, l'enfance, tous les thèmes qu'il aborde, moi, ça m'a tout de suite plu, en fait. Alors, je pose quand même la question, c'est un auteur haïtien qui parle d'Haïti, qui est mis en scène en France.
par un metteur en scène, avec une assistante et un comédien français, il n'y a pas eu de déséquilibre. Vous avez pu vous retrouver sur vos pieds, si je peux parler comme ça? Oui, tout à fait. Kim aussi. Déjà, c'est le choix de l'auteur et du metteur en scène. Il me choisit. Il me dit, j'ai envie que tu dises ce texte, que tu joues ce texte, puisque lui voudrait le reprendre plus tard. Mais il dit, c'est un peu trop intime, j'ai envie qu'il passe par une autre voie, par un autre chemin. Il connaissait aussi mon histoire personnelle, puisqu'on est amis, l'histoire que j'ai eue avec mon père. Donc, combien de fois vous avez rencontré votre père? Mon père, je ne l'ai pratiquement pas rencontré, il est mort quand j'avais 9 mois. Ah ouais, c'est encore plus difficile. Donc je l'ai rencontré, mais c'est enfoui. Dans l'imaginaire, et ce texte-là fait ressortir des sentiments très, très forts, très profonds, même si ce n'est pas du tout mon histoire. Ouais. Donc tout de suite j'ai dit oui, si on peut le faire. Et puis c'est toujours intéressant, le théâtre est universel. C'est ce qui est intéressant, c'est que le sujet, il n'est pas plus haïtien que français ou américain ou chinois. Mais c'est comme aujourd'hui quand on voit à la Comédie Française les Faubourgs de Scapin avec un acteur d'origine rwandaise qui joue le fils de Didier Sandre qui est 100% français. Personne ne se pose la question. Le mélange, c'est la situation qui compte. Tout le monde peut parler de tout au théâtre. Ça veut dire que le théâtre devient un peu comme la musique, sans frontières. Mais oui, mais pour moi, il a toujours été. On peut s'emparer. Quiconque veut s'emparer d'un texte poétique, qu'il soit de Knock-le-Zout. Il y a eu Shakespeare joué par des comédiens noirs. Mais oui. À l'époque de Jean-Marie Serrault, on fait ça. Mais bien sûr, c'est un lieu de liberté et où tout le monde peut s'emparer de la poésie Moi, j'adorais lire Aimé Césaire. Je suis pas. Vous connaissez Césaire aussi. Oui, à la Comédie Française, j'imagine, il y a un répertoire quand même. Oui. On aime les poètes, d'où qu'ils viennent. D'accord. Et comment cette pièce est vue en France quand vous la jouez à Paris? Comment réagissent parce que les gens étaient très touchés. Alors, on avait peur, même pas peur, on se disait tiens, quand la communauté haïtienne est-ce qu'il va te dire mais pourquoi tu l'as pas joué toi? Non, ça passait complètement. Et on a joué dans un lieu qui avait une centaine de places, qui était très intime, j'étais très très proche et oui, c'était comme un cœur qui bat, parce que ce texte on y rentre doucement. Le premier rang était à 1 mètre de moi, donc c'était comme un cocon. Là, je passe, que ce soit à l'Atrium ou ici à l'Archipel, dans une salle, c'est beaucoup plus grand. Mais ça donne aussi, l'ayant vécu à l'Atrium en Martinique, ça donne autre chose au texte. Oui, c'est quelque chose de... J'ai envie de dire aussi une autre couleur. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Et puis je suis très heureux, nous sommes très heureux de le porter ici. Parce que l'escale haïtienne, ça viendra? Ça viendra, on espère. On voulait le créer là-bas. Après, c'est compliqué en Haïti en ce moment. C'est plus difficile. C'est plus difficile d'aller là-bas et puis d'en revenir. Enfin, on a toujours un petit peu peur. Moi, j'aurais adoré. C'est une île que j'aurais aimé connaître. Il y a une telle poésie, il y a de tels auteurs là-bas que j'adore et j'aurais aimé la connaître, sentir ce cœur qui bat et jouer là-bas. On verra. Alors, quand on est assistante à la mise en scène, comment on travaille avec l'auteur et avec les comédiens? Bien que vous soyez déjà comédienne, vous avez un pied dans la maison, mais comment vous faites? On essaye de faire le lien entre Guy Régis. En plus, comme Guy Régis est à la Villa Médicis cette année, il a beaucoup fait d'aller-retour entre l'Italie et la France. Donc, on a beaucoup travaillé le texte, l'apprentissage du texte. Et puis, on avait souvent aussi Guy au téléphone. Et puis, quand il était là, il nous donnait aussi des indications. Surtout, c'était le décor finalement est assez simple. Tout est vraiment autour de Christian, donc vraiment l'acteur et le texte. C'est un one-man show pratiquement. C'est un spectacle seul. Voilà. Oui, quand je dis one-man show, ça a une connotation avec un texte d'une précision redoutable, d'une écriture poétique très,
très fine, très aiguisée. Donc c'est vrai qu'on a commencé à répéter avec Guy Régis, puis il partait une semaine parce qu'il devait aller à la Villa Médicis. Donc la semaine où il n'était pas là, on reprenait tout ce qu'on avait fait avec Kim, qui était intransigeante, tant sur le texte. Oh là, ça c'est pas du tout. Ça c'est Anéanti de Sarah Kane. C'est une autre pièce. C'est une autre pièce. C'est une autre pièce. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Oui. Mais alors, l'autre question, c'est que quand vous faites ce travail au niveau d'une pièce comme ça, c'est une adaptation ou alors c'est de l'intégrale? Alors, en fait, donc il y avait le roman qui existait. Oui, c'est le roman au départ. Au tout début, c'est le roman. Et puis ensuite, Guy Régis il a adapté son propre roman. Il l'a réduit. Il l'a réduit. Parce que ça fait 1 heure. Si c'était le roman dans l'intégralité, il y aurait 3 ou 4 heures de spectacle. D'accord. Mais là, c'est comme une sauce qui est un petit peu chauffée puis pour en retirer la substantifique moelle. Ouais. Si ça repart cette année, vous irez à Avignon avec cette pièce? Non, prévu, non, pas cette année. C'est pas prévu. Non, peut-être l'an prochain, il faut voir. Là, je crois qu'on s'arrête ici. Vous avez fait Limoges déjà avec? Non, on n'a fait que Paris, et puis Martinique, Guadeloupe. Et puis après, j'enchaîne sur 2 autres spectacles à la Comédie Française. Oui. Donc, mais ça peut se prévoir. Je sais qu'il y avait des gens qui étaient intéressés au Chili, non? C'est ça? Oui, au Canada. Au Canada, toujours version française. À Liège. À Liège, mais comme on s'est dit qu'on faisait à 2, si je ne peux pas y aller, il ira, il sera obligé d'apprendre le texte. Parce que là, pour l'instant, il est tranquille. Oui. Mais on s'est dit, même si un jour, on ne préverrait pas une sorte de mano à mano, c'est-à-dire qu'on serait 2 sur scène et qu'on mixerait. Mais c'est un projet qui l'amuse et qui peut être extraordinaire de s'échanger suivant la 5e, la 4e, la 3e. Peut-être à un moment je fais le père, il fait l'enfant. Et ça complique le travail de l'assistante? Ça, il faut voir. Oui, ça la complique. Non, un petit peu, certainement un petit peu, parce que du coup, il faut réussir Il faut créer un autre spectacle. Oui. C'est différent en fait, c'est totalement différent. Pour l'instant, oui, je rentre dans la 5e fois et je sais que ça y est, une fois que c'est parti, pendant 1 heure, je vais petit à petit convoquer tous ces personnages et ouvrir toutes les blessures. Quand je reçois un artiste musicien, quelquefois je demande un a cappella, quels sont les premiers mots qu'on dit en entrant dans cette pièce, comme ça au début? La 5e fois où j'ai vu mon père, c'était la dernière fois. Suis-je d'ailleurs si sûr de l'avoir vu cette fois? Était-ce bien lui que j'avais entrevu au loin? Tout était si trouble, l'atmosphère, le village, le pays. Tout le pays était trouble ce jour-là. C'est bien, très beau. C'est bien. En tout cas, merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Oui, et puis venez. Venez. Oui, je viendrai voir ça. Non, pour Guy Régis, oui, aussi pour vous. Et puis, je ne savais pas. J'imaginais pas que Guy Régis puisse faire une pièce et jouer comme ça à Paris avec des comédiens de la Comédie Française en plus. Ouais. Et c'est du haut niveau. C'est une histoire d'amitié. Aussi, le théâtre est une histoire d'amitié. Vous connaissez depuis 15 ans, c'est ça? Oui, j'aimais ses textes. Il trouvait que j'étais pas un si mauvais acteur que ça. Donc l'un dans l'autre. Oui, d'accord. Vous êtes mis d'accord. Ok. Voilà. Merci en tout cas d'être venu en direct chez nous. Et puis on donne le rendez-vous demain. C'est demain? Non, samedi à l'archipel. l'archipel. Et on viendra voir ça. 12h58, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme avec nos autres invités. À tout de suite. ZCL, deuxième partie avec 2 femmes. Madame Edith Evrilus, bonjour. Bonjour. Elle est vice-présidente, elle est présidente de la commission TPE. Et elle est avec Eliazor Flora. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes présidente régionale des 60 000 rebonds. Antilles-Guyane, exactement. On va vous entendre dans un instant. Et Philippe Romana, qui est un habitué, chef de projet marketing de communication de la MJPS. Bonjour. Bonjour. Avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'ANI. Tout à fait. C'est pas de l'ANISET, c'est de l'ANI. L'ANI, tout à fait. Oui, alors l'ANI, qu'est-ce que c'est? Alors l'ANI, c'est l'accord national interprofessionnel. Chaque année, il y en a. Oui, bien sûr. Mais celui dont je parlerai, c'est celui qui a été signé en 2013 entre un certain nombre d'organisations patronales et syndicales et qui a été élargi surtout dans une loi en juin 2013, qu'on appelle la loi de sécurisation de l'emploi. Ce qui est surtout important, c'est que cette loi, dans son article 1er, impose que les entreprises du privé financent la complémentaire santé de leurs salariés. Ah, d'accord. Elle généralise la complémentaire santé pour toutes les entreprises du privé. Oui. L'entreprise est obligée de payer la moitié de la cotisation pour chacun de ses salariés. Okay. Voilà. Et pourquoi on a transcrit l'ANI dans la loi alors? Mais parce que l'ANI, ça correspondait à un certain nombre d'organisations patronales et d'organisations syndicales.
Ça ne s'était pas généralisé. Or, la volonté du gouvernement de l'époque, c'était de généraliser la complémentaire santé pour l'ensemble des salariés du privé. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'est devenu une loi Oui. qui a été obligatoire à partir du 1er janvier 2016. Alors, pour les salariés qui nous regardent, quels sont les avantages de cette année? Ah ben, ils doivent les connaître, mais alors les avantages sont très simples. C'est que déjà le patron participe au financement. Au financement, oui. Participe au financement. Il y a un deuxième avantage, c'est que les garanties de contrats collectifs sont plus larges que les garanties de contrats individuels de manière générale. Et le troisième avantage, c'est que si un salarié ne travaille plus, est mis au chômage et est à la NPE, il peut bénéficier de ce qu'on appelle la portabilité. Donc il continue de bénéficier de ses garanties, les garanties qu'il avait à l'entreprise, sans payer. Donc il a cette porte. Donc voilà les trois avantages pour le salarié. Pour l'entreprise aussi, il y a des avantages. Pour l'entreprise, j'imagine. Alors, il faut dire qu'en 2013, quand on a parlé de ça aux entreprises, c'était la cata. Parce qu'ils disaient, mais pourquoi payer la complémentaire de personnes qui l'ont déjà? Oui. Et beaucoup de salariés disaient aussi, mais en jardin Michel en moins, en pays. En Bagnaïa, pays. Non, mais on ne veut pas sortir Michel en moins, on habite Michel en moins. Ouais. C'était pas évident, c'était pas facile. Alors, pour l'entreprise, l'avantage, et c'est l'avantage qu'on leur a donné pour qu'ils accèdent à cela, c'est que les cotisations pour cette complémentaire santé sont exonérées de charges sociales. La charge sociale, oui. et elles sont bien sûr déduites du bénéfice imposable. Donc, un avantage fiscal et financier pour l'entreprise, et pour le salarié, un avantage. Mais la question qui se pose, c'est que ça a quand même posé un problème, c'est un risque pour les mutuelles. Notamment les mutuelles, ce qu'on appelle les mutuelles interprofessionnelles, qui œuvrent comme nous, par exemple, les MGPS, dans le privé. C'est-à-dire que vous, par exemple, je prends peut-être madame, qui est salariée dans une entreprise, avant cette loi, elle avait sa complémentaire santé, mettons chez nous par exemple. Mais si son entreprise choisit un autre assureur que ce qu'elle avait avant, tout à fait, donc elle nous quitte. Oui. Donc il y avait un risque pour les mutuelles, notamment la nôtre. Et ça a été verrouillé? Ça a été verrouillé, c'est-à-dire qu'il fallait se battre. Et la MGPS, de ce risque, elle a fait une opportunité, puisqu'elle est partie au combat. Et aujourd'hui, nous avons près de 300 entreprises, plus de 300 entreprises qui nous suivent. Et je peux vous dire, monsieur Zandroni, je sais que ça vous fera plaisir. Vous avez le maillot jaune, et je vous parlais de maillot jaune aussi, ça vous fera plaisir. Il faut savoir que le secteur de la protection sociale complémentaire, c'est un secteur qui est extrêmement réglementé, avec une réglementation qui bouge tout le temps. Aujourd'hui, il y a eu le 100% santé, il y a eu la CMU, maintenant c'est la C2, bref, ça bouge tout le temps. Donc, il faut être extrêmement vigilant pour garder le cap dans un contexte économique, un contexte juridique aussi mouvant, aussi compliqué. Et c'est ce que nous avons fait, c'est pour ça que nous existons, ça fait 42 ans qu'on existe. Et je peux vous dire, une des conséquences de l'ANI, de cette loi, c'est que ça a ouvert l'appétit des autres acteurs de ce marché, notamment les assureurs, qui sont des organismes à but lucratif, et également les institutions de prévoyance, mais surtout les assureurs, et aussi les courtiers. Et donc ça a dégénéré une compétition violente. Des fois, nous, je prends le cas, c'est du concret, on a dû faire face à des organismes très puissants, des multinationales françaises qui sont installées ici, contre lesquelles il faut qu'on se batte. Nous sommes à 20 salariés, à peu près. Et on a résisté contre des mutuelles, des groupes hyper puissants, dont un, par exemple, je ne le citerai pas, mais qui représente 5 milliards de cotisations, c'est-à-dire un tiers à peu près du marché des mutuelles en France. Et imaginez-vous que cette entreprise locale, dont le siège est à côté d'ici, à Jarry, a tenu tête aujourd'hui. Comment? Eh bien, par la rigueur, pour deux choses. La rigueur de notre conseil d'administration, de notre directrice générale, et des salariés qui suivent, qui comprennent bien la stratégie. Mais une autre raison aussi, je tiens à le dire, à féliciter les entreprises guadeloupéennes qui ont joué le jeu. Qui ont dit... On regarde ce qui se passe d'abord chez nous. On reste d'accord. On regarde ce qui se passe chez nous. Et ça, je tiens à les féliciter. C'est pas toujours facile. C'est un combat permanent, des fois contre nous-mêmes. Parce que nous avons dit, c'est un petit incident. Ça va pas bon. Les gens savent. Après, les gens savent. Voilà. Mais non, on tient la route et je tiens vraiment à féliciter la MGPS qui d'ailleurs, je tiens à vous dire, qu'en 2005, il y a eu un tsunami dans le monde de la protection sociale en Guadeloupe. Il y a 55 mutuelles qui ont été liquidées. C'est une affaire qui n'a pas encore été totalement réglée. Mais ces lois successives ont entraîné aussi une modification du paysage. Et au profit des assureurs qui ont grignoté les parts de marché. Tout à fait. Et au niveau des mutuelles locales, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on tient la route.
Quand même. Nous débutons toujours. Donc le bilan, il est positif. Le bilan, alors Globalement. Globalement, la MGPS en a fait une opportunité. Elle a donc accru son nombre d'adhérents. Nous avons des entreprises qui nous ont suivis. Mais je dirais une chose, le bilan, ma foi, les salariés avaient déjà une complémentaire santé. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Du moins, c'est notre vision à nous. C'était plutôt la prévoyance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont en arrêt de travail, se trouvent en demi-traitement. Dans le port du privé, pour l'instant. Et ils n'ont pas ce réflexe de prévoyance. Ça peut qu'arriver, nous, ceci, cela. Et c'est ça. Je pense que nous, le bilan, je dirais, bon, ma foi, il n'est pas mauvais, mais ce n'était pas vraiment ça la priorité. La priorité, c'est la prévoyance. Et je vous dirais une chose, je peux vous parler de l'ANI, en fait, de cette loi, parce que ça fait depuis 2013 qu'on se bat. Et aujourd'hui, cette loi, ça a créé une sorte d'inégalité entre le privé, parce que c'est une loi qui concerne que les salariés du privé. Oui, tout à fait. Alors que les salariés du public, et ça vient en Guadeloupe, il y a près de 40 000 salariés dans le public, eux, leur employeur, l'employeur public, donne 0 €, 0 centime. Mais aujourd'hui, il y a une loi, la loi du SORT, qui va maintenant rétablir l'équilibre. Et c'est prévu, sous le même schéma que ce qui s'est passé pour le privé, qu'on installe cette obligation pour les employeurs publics de financer, pas par des petites mesurettes de 5 €, mais de financer de manière obligatoire la protection sociale de leurs agents. Et ça, il faut qu'ils tirent les leçons de ce qui s'est passé. C'est une avancée, quand même. C'est une avancée, tout à fait, mais il faut faire attention. Et je vais terminer, M. Zanzonis, là-dessus. Très attention. Parce que quand il y a des mécanismes de sélection, ils vont sélectionner, mais c'est les gros. Et le risque pour nous, en Guadeloupe, c'est que les entreprises locales perdent un petit peu. Il faut qu'on regarde à long terme, pas uniquement les 5 centimes de moins qui vont vous donner les gros, mais de regarder quelles conséquences sociales et sociétales pour nous en Guadeloupe, pour que si on veut que nos entreprises continuent à se développer. C'est ça qu'il faut être très vigilant là-dessus. Et j'appelle, les employeurs publics, d'ailleurs, on fait tout on va bientôt les rencontrer, leur expliquer les enjeux, parce que c'est pas une question qui les intéresse. Ça passe au-dessus des têtes quelquefois. Je pense, oui, c'est vrai. Merci, M. Romana, pour ces explications qui sont très importantes sur l'année. Si vous avez raté, vous avez la possibilité de tout revoir sur le Facebook Live, puisque nous sommes en Facebook Live. Je me tourne vers Mme Evrinus, présidente de la commission des TPE de la CCI, et elle est avec Eliazor Flora, présidente régionale des 60 000 rebonds. Alors, première question toute simple, c'est quoi les 60 000 rebonds? Merci d'introduire comme ça. 60 000 rebonds, c'est avant tout une association nationale qui est déclinée sur les régions Antilles-Guyane depuis un peu moins d'1 an et demi et qui a pour vocation d'accompagner non seulement des entrepreneurs qui ont connu la liquidation de leur entreprise. Et là, on est dans une situation en ce avec moment. Avec la pandémie, il y a beaucoup c'est de cas. important d'en parler. C'est pour ça qu'on vient sur votre plateau pour en parler. Et merci de nous accueillir. Et donc, c'est les accompagner à quoi? À rebondir professionnellement. Et c'est aussi travailler à œuvrer sur le changement de regard qu'il peut y avoir dans nos sociétés, et particulièrement ici aux Antilles-Guyane, sur la question de l'échec, tout simplement. D'accord. Donc voilà ce que nous faisons. Et s'il faut vraiment parler de notre association, c'est aussi dire que nous sommes des chefs d'entreprise bénévoles qui aidons d'autres chefs d'entreprise qui ont connu la perte de leur entreprise. Donc à vrai dire, nous le faisons entre chefs d'entreprise pour justement dire nous savons ce qu'il en est, nous savons aussi par quoi vous passez, nous connaissons le monde de l'entreprise et on a surtout envie que vous puissiez rebondir. D'accord. Alors, Edith Evrinus, merci d'avoir emmené Mme Eliazor avec vous. J'imagine qu'il y a une volonté aussi au niveau de la CCI d'accompagner. On a eu l'occasion ici de recevoir les gens de la CCI et de plus en plus, on sent que la CCI essaie quand même de sauver ceux qui peuvent l'être encore dans le cadre de la situation actuelle qui est particulièrement difficile pour les entreprises. Tout à fait juste, puisque le slogan du président de la CCI, Pat Vial-Collet, pour les élections qui se sont passées antérieurement, c'était sauver les entreprises. Et donc, c'est vrai que nous sommes en train de déployer une dynamique de proximité, une dynamique pour qu'il y ait plus de conseils, plus d'accompagnement, plus de formation. Et c'est pour cette raison que la commission TPE ayant rencontré Madame Eliazor, ça remonte peut-être à 3-4 semaines en Guadeloupe, et je lui ai proposé qu'elle vienne en Guadeloupe nous parler des 60 000 rebonds, parce que nous sommes conscients que les entreprises vont subir ou alors subissent en ce moment
beaucoup de difficultés. Et donc, il est pour nous important de communiquer sur l'accompagnement de la Chambre de commerce, mais aussi l'accompagnement des 60 000 rebonds pour que ce commerçant n'aille pas jusqu'au dépôt de bilan, pour qu'il soit accompagné en tout cas, soit à récupérer l'entreprise ou alors soit pour avoir un meilleur accompagnement que sur le plan psychique et sur le plan aussi de l'entreprise. Parce qu'on sait pertinemment, quand il y a une difficulté dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise lui-même aussi qui empathie, qui ne dort pas, qui a des difficultés. On sait que les banques ne suivent pas. On sait que la relation avec les fournisseurs vont au plus mal. En fait, la difficulté, elle est un peu partout. Et donc, avec la Chambre de commerce, avec l'apport des 60 000 rebonds, on dira quand même qu'on prend ce client en main pour qu'il puisse mieux vivre peut-être ces difficultés-là et l'accompagner à sortir de ces difficultés. Donc, la Chambre de commerce est dans son rôle puisque nous sommes dans l'accompagnement et dans le conseil. Alors, Madame Niazoro, les chambres d'entreprise qui regardent en ce moment ou qui vous écoutent, qu'est-ce que vous leur proposez sur le plan concret? Parce que il suffit de se promener après Pointe-à-Pitre pour voir, il y a beaucoup d'enseignes qui sont fermées. Bon, ça c'est peut-être trop tard pour celles-là qui sont déjà liquidées, mais celles qui ont des difficultés au proche du dépôt de bilan ou de la liquidation, quel est le cheminement? Alors, il y en a deux en fait. D'abord, ça dépend de la situation de l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas encore liquidée, elle a encore plein de solutions qui existent sur son chemin, notamment aller directement au tribunal. Le tribunal, mine de rien, c'est un lieu où il faut aller parce qu'il y a beaucoup d'accueil et d'explications sur ce qu'il est possible de faire pour sauver l'entreprise. Il y a les administrateurs, les mandataires judiciaires, il y a les avocats, il y a les experts comptables. Sur le chemin de l'entreprise, il y a plein de dispositifs qui existent tant que l'entreprise est en vie. Nous, 60 000 rebonds, on intervient uniquement une fois qu'il y a la liquidation prononcée. Donc ça, c'est important de comprendre que nous intervenons. Voilà. Oui. Nous intervenons une fois qu'il y a la liquidation, c'est-à-dire qu'en réalité, nous, on n'intervient pas sur l'entreprise, on intervient sur l'entrepreneur, le chef d'entreprise, la personne du chef d'entreprise. Et nous l'accompagnons au fait qu'il puisse accepter la perte de l'entreprise, parce que mine de rien, il avait donné une très grande part de sa vie, voire même certains toute leur vie à l'entreprise, voire même qu'ils avaient donné leur identité à l'entreprise, et la perte, c'est une perte d'identité. Donc du coup, c'est une reconstruction que nous lui proposons à travers un programme hyper structuré que nous avons décliné à l'identique par rapport à toutes les autres régions de 60 000 rebonds. Et ce programme prévoit de l'accompagner pendant 2 ans, gratuitement, pour qu'il puisse se reconstruire à travers un accompagnement avec d'un côté un coach professionnel qui va justement l'aider à se reconstruire en termes de confiance, faire le bilan de ce qui s'est passé, faire le deuil aussi de la perte de l'entreprise. Et puis de l'autre côté, il va avoir un parrain ou une marraine qui est un chef d'entreprise qui va donc l'accompagner cette fois-ci sur le nouvel objectif professionnel et donc à rebondir sur un nouveau projet professionnel. Ce que nous savons et que nous identifions d'ores et déjà maintenant, c'est que la plupart des entrepreneurs sur les 3 territoires, parce que nous on est 60 000 rebonds Antilles-Guyane, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe et Guyane, l'idée c'est pour nous de se dire, on est quasi certain que la majorité de nos entrepreneurs vont vouloir rebondir vers une nouvelle entreprise. Et donc, du coup, ça nous demande d'organiser toute une communauté entrepreneuriale pour l'accueillir et du coup, avec des experts choisis qui peuvent l'accompagner et lui donner les bons repères pour qu'il justement, il sorte de l'échec dans lequel il était jusque-là. Okay. Donc, c'est pour ça que nous venons présenter ce que nous faisons parce que nous voulons aussi que des experts nous rejoignent en tant que bénévoles. Nous avons aussi des partenaires comme des banques, comme évidemment, aujourd'hui c'est la Chambre de commerce Île de Guadeloupe, mais nous avons aussi l'UDE MEDEF Guadeloupe. Nous avons aussi d'autres partenaires qui nous aident, notamment Réseau Entreprendre, qui est là et plus d'ailleurs sur la création d'entreprises, parce que clairement, ce que nous voulons, c'est montrer que l'échec que représente la liquidation d'entreprise est juste une expérience à vivre pour tout chef d'entreprise. Est-ce que ça signifie que grâce à 60 000 rebonds, vous avez pu, j'ai envie de dire, ressusciter des entreprises qui étaient déjà plus que en grande difficulté, quelquefois même mortes?
En fait, non, c'est même pas ça. Enfin, si vous permettez de vous dire cela, c'est plutôt le rebond du chef d'entreprise qui, lui, va créer une entreprise bien meilleure que celle qu'il a perdue et qu'en plus, il va être porteur de création d'emplois. Et figurez-vous que 60 000 rebonds, non pas Antilles-Guyane, mais 60 000 rebonds au niveau national à 10 ans cette année, et que du coup, 10 ans permet de faire aussi un peu le bilan de tout ce qui s'est mis en place. Et on s'est rendu compte que l'association avait permis à plus de 1000 entrepreneurs de rebondir et de créer surtout des entreprises avec 2,4 emplois créés. Ce qui veut dire que si on décline la même chose ici aux Antilles-Guyane, on va être en fait une association qui va être porteuse de création non seulement d'entreprises, mais du coup d'emplois. C'est dans le cadre de la CCI, ça va s'organiser, les rencontres avec les entrepreneurs? Les rencontres vont s'organiser dans plusieurs cadres, puisque ce matin, nous avions le président de la nouvelle CPME, je pense qu'il viendra, donc qui a priori signera une convention avec les 60 000 rebonds. Nous avions aussi la présidente de la Fédération des associations économiques de la région bastérienne, qui regroupe pas moins de 11 associations. Nous avions aussi la Fédération de Marie-Galante. Nous avons eu un panel d'économiques qui peuvent transcrire ou alors diffuser l'information, parce que pour que le ressortissant soit informé, il faut qu'il y ait une communication à outrance. Donc, on va dire que ce ressortissant, il ne veut pas venir à la Chambre, mais il aura la possibilité d'aller à la CPME, d'aller voir les fédérations, d'aller voir les associations de commerçants, de rencontrer les gens là où c'est moins difficile, parce que vous savez, quand un commerçant est en, entre guillemets, échec, c'est compliqué pour lui, parce qu'avec son orgueil, parce qu'il n'avait pas créé l'entreprise pour la perdre. Donc, nous sommes en train de tout créer pour que ce chef d'entreprise ne se retrouve pas seul et pour qu'il puisse parler, libérer la parole, se libérer. Et donc, et c'est comme ça aussi à la Chambre de commerce, nous avons déjà la cellule du CIP qui reçoit les chefs d'entreprise en difficulté, mais nous allons renforcer cette cellule avec l'apport des 60 000 rebonds. Nous irons à Marie-Galante aussi parce que nous avons à peu près 800 chefs d'entreprise sur Marie-Galante, quand vous savez les difficultés de ces petites entreprises-là. Donc, c'est un travail, nous sommes en train de bâtir le socle d'un travail pour mieux accompagner. Et le président Vial-Collet, c'est aussi c'est son souhait, parce que nous allons organiser à la fin du mois d'avril un forum qui va durer une journée avec la DRFIP, la CGSS, avec les 60 000 rebonds. Nous allons même inviter une sociologue pour expliquer comment peut-on harmoniser résilience, dépôt de bilan et estime de soi. Parce qu'il faut accompagner ce chef d'entreprise aussi sur le plan psychique. Essayer de démystifier, de dédramatiser, et pour qu'il soit plus coupable, puisque dépôt de bilan, ça ne doit pas devenir quand même comme si... mais on doit enlever ce cauchemar dans la tête des gens, et c'est pour cette raison que la Chambre de commerce, avec les 60 000 rebonds, nous allons mettre tout en œuvre pour qu'au moins une fois par mois, nous passions dans une caravane, aller voir les chefs d'entreprise et essayer de voir si au moins tous les mois, nous récoltons 3 à 4 chefs d'entreprise pour les accompagner à sortir de ce cauchemar. C'est-à-dire, il faut que le chef d'entreprise soit décomplexé par rapport à ce dépôt de bilan. Parce qu'avant, les gens, on les regardait d'un mauvais œil parce que les gens pensaient que c'était des mauvais gestionnaires. Alors qu'un dépôt de bilan, ça peut être la conjoncture, ça peut être... surtout, nous sortons d'une pandémie. Et donc, c'est peut-être pas parce que le chef d'entreprise est mauvais, mais c'est à cause de la conjoncture. Et donc, c'est pour cette raison que la commission des TPE a décidé d'inviter les 60 000 rebonds ce matin autour d'une belle réunion à la Chambre de commerce ce matin. Et donc, nous allons continuer le travail d'accompagnement. Parce que, excusez-moi, M. Zandronis, de dire, et ça, je vais faire une mise au point, il y a des gens qui se plaisent à dire que la Chambre de commerce ne donne pas d'argent. Je profite de votre micro la énième fois pour dire que ce n'est pas de notre rôle
de financer l'entreprise, la petite entreprise. Notre rôle, c'est d'accompagner. Voilà un bel accompagnement. C'est d'accompagner, c'est de conseiller, c'est de former et c'est d'informer. Et donc, c'est pour cette raison qu'avec cette nouvelle mandature du président, nous allons mettre les bouchées doubles parce qu'on sait pertinemment que les entreprises subissent beaucoup de difficultés et que les entreprises attendent leur maison mère pour qu'il y ait un meilleur accompagnement. Madame Iliazor, je crois que vous êtes martiniquaise, c'est ça? Eh oui. Comment ça s'est passé en Martinique avec 60 000 rebonds? Pareil. À vrai dire, les 3 territoires se développent de la même façon. Nous voulons inscrire le modèle sur les 3 territoires à l'identique. Et l'idée, c'est aussi pour nous, justement, et moi, je suis très fière d'être aux côtés de Madame Évrillus parce qu'elle montre l'exemple, en fait. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est pas simplement dire 60 000 rebonds est là. Ce qu'on veut, c'est que tous les acteurs économiques soient informés, comme elle l'a dit elle-même, informés et s'emparent, en fait, de la cause que représente 60 000 rebonds parce que ça leur permettra d'avoir des éléments de réponse, des réponses concrètes aux difficultés des chefs d'entreprise. Et parce qu'on va créer une communauté entrepreneuriale gagnante. C'est ça aussi l'intérêt entre nous. Moi, je suis convaincue, parce que je suis comme elle, moi, je vois bien le tissu économique de nos entreprises sur les 3 territoires, Martinique, Guadeloupe, Guyane. On voit bien comment nous sommes composés, que de petites entreprises. Donc, on a absolument besoin de cette dimension humaine. On a besoin d'être aidés. Les chefs d'entreprise, la plupart du temps, ils ne prennent pas même de temps pour eux. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est de leur dire, mais nous sommes aussi un outil à votre disposition. Tous les outils existent pour les salariés. Quand ils perdent leur emploi, même quand il y a liquidation d'entreprise, il y a perte d'emploi s'il y a des salariés, tous les dispositifs sont mis en place pour les salariés. Quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner les entrepreneurs qui ont perdu leur entreprise? Vous travaillez quelquefois avec des psychologues? Alors, nous sommes obligés de travailler avec des psychologues, puisque nous, notre métier n'est pas d'accompagner sur la partie psychique, comme disait justement Madame Évrillus, mais il y a l'APESA, qui est d'ailleurs complémentaire à notre association. Au niveau national, l'APESA et 60 000 rebonds font partie de ce qu'on appelle le portail du rebond, où il y a toutes les associations qui interviennent sur tout le champ de l'entreprise, c'est-à-dire avec les difficultés, si elle en a, ou au moment où il faut accompagner l'entrepreneur, et donc soit sur l'aspect psychologique, soit nous sur l'aspect du rebond. Bien. Ben, écoutez, le prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, c'est, vous savez, on ne perd pas de temps à la Chambre de commerce, surtout à la commission des très petites entreprises, puisqu'il faut aider. Donc, le premier rendez-vous, c'est le 27 avril au World Trade Center, où nous aurons un panel d'informations et où, d'ores et déjà, j'invite les TPE, les chefs d'entreprise, à noter sur leur agenda la journée du 27 avril consacrée à ce forum pour les TPE en difficulté avant qu'il ne soit trop tard. Donc, on invite déjà les chefs d'entreprise et puis c'est tout au long de l'année, nous ferons des forums, on va se déplacer et on ira vers ces chefs d'entreprise pour leur parler et pour qu'ils puissent s'inscrire si au cas où ils ont une difficulté. Bien, écoutez, mesdames, on vous remercie pour ces informations. Monsieur Romana a donné des informations sur l'année aussi, qui est aussi important. Il est pratiquement 13h28. La promo du ZCL Offside. Et après, on prend la pause et on se retrouve tout à l'heure pour justement la diffusion de cette émission. À tout de suite. Je focus sur des... Voilà. Merci beaucoup. À tout de suite. Voilà, il est un peu plus de 13h30. Comme je vous l'ai dit, chaque jeudi du premier jeudi du mois ou dernier, ça dépend, bien, on fait un focus sur une commune. La dernière fois, le mois dernier, c'était la commune de Pointe-Noire. Cette fois-ci, c'est la commune de Déhay. La commune de Déhay qui accueille chaque troisième samedi du mois le grand marché. C'est une forme de grande foire, vraiment, où on trouve beaucoup de choses, beaucoup de personnes aussi, et beaucoup de choses intéressantes. Et nous sommes allés là-bas. Vous regardez le reportage, c'est parti sur ZCL Offside. Kavin Voisotte.
Bonjour à tous, c'est Sandy pour le ZCL Offside en partenariat avec la chronique S2M. À l'occasion de la 2e édition du ZCL Offside, nous avons très bien été accueillis dans la magnifique commune de Deshaies, à l'occasion du grand marché qui a lieu tous les 3e samedis du mois. Et nous félicitons d'ailleurs cette organisation. Vous pourrez découvrir lors de cette émission de très beaux stands, mais je vais également vous laisser découvrir les images de la très belle commune de Deshaies. À tout de suite. La commune de Deshaies est une commune de l'archipel de Guadeloupe située dans le nord-ouest de la Basse-Terre. En 2019, la commune comptait 3 998 habitants. Son petit bourg, avec ses cases typiquement créoles, est blotti au fond d'une baie protégée par la montagne. Son territoire possède un littoral très étendu qui lui donne un caractère maritime affirmé. Deshaies est une commune française avec 46,2 km² de superficie totale. Depuis 2011, Deshaies est le lieu principal de tournage de la série policière franco-britannique Meurtre au paradis, qui représente la ville d'Honoré dans l'île fictive de Sainte-Marie. Le tournage annuel se déroule en Guadeloupe durant la période d'avril à août avec l'aide du bureau d'accueil des tournages de la région Guadeloupe. Si vous voulez naviguer librement, adormer l'environnement, Charlie Jet présenté pipi de 10 ans. En cas de son là fréquemment, sous le soleil du firmament, qui ouvre aux jeunes vers au blanc, yo ça va cueillir tout le monde royalement. Madini nana toisil, overboard, flyboard, jetpack, scooter des mers, Charlie Jet, number 1 dans l'outre-mer. Comment ça va, Sandy? Ça va et toi? Ça va super, merci. Ouais. Alors Charlie, est-ce que tu peux nous présenter ton projet de façon succincte? Alors le projet justement Charlie Jet, c'est de pouvoir amener une activité nautique au niveau de notre merveilleuse commune de Deshaies afin de faire profiter et découvrir Deshaies d'une autre manière par les locaux en Guadeloupe et également par les touristes qui viennent un peu de tous les endroits de notre globe. Très bien. Et Charlie Jet existe depuis combien d'années? Alors Charlie Jet maintenant a un peu plus d'une décennie, on est sur la 15e année. Wow. Et on essaie toujours de donner satisfaction et de faire plaisir à nos clients comme sur la première année. Très bien. Alors est-ce que tu peux nous présenter les activités justement que tu proposes? Alors à notre niveau, on propose des randonnées, des balades en scooter des mers, encadrées par des moniteurs diplômés d'État, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas le permis bateau, donc ça permet d'encadrer des clients et de visiter toute la côte sous le vent en allant du nord Basse-Terre au sud Basse-Terre et découvrir le maximum de choses qu'il peut y avoir en mer des Caraïbes, comme des tortues, des dauphins, parfois même des baleines. Ouais. Donc franchement, c'est un grand plaisir et je pense que les gens via nos réseaux arrivent à suivre et voir ce qu'on propose et ce qu'on fait. Très bien. Alors que représente Deshaies pour toi, Charlie? Alors Deshaies, pour moi, justement, c'est le cœur qui parle, entre guillemets, parce que mon père a fait toute son enfance ici, avant de partir dans l'Hexagone. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de le représenter et de représenter justement cette merveilleuse commune. Et justement, Charlie, tu me confiais juste avant que tu as été très bien encadré, soutenu par ta commune. Tout à fait, parce que c'est vrai, Charlie Jet aujourd'hui a 15 ans, mais si Madame le maire ne m'avait pas donné l'autorisation de pouvoir exploiter cette activité sur la commune de Deshaies, on n'aurait rien pu faire. Donc vraiment, Madame le maire, je la remercie et je la remercierai toujours parce que c'est grâce à elle justement aujourd'hui qu'on ait pu faire ce genre de choses et elle fait partie de l'activité, elle fait partie du projet, donc vraiment c'est top et merci à la commune de Deshaies. Très bien, des coordonnées si on veut te joindre, Charlie. Alors pour toute réservation c'est le 06 90 98 40 43 et ensuite tout le monde peut nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok et toute la clique. TikTok aussi. Exactement. Ah mais Charlie, j'étais à jour. On essaye parce qu'on fait quand même des vidéos animées, top. Donc avec une petite musique locale ou derrière. Ça fait vivre encore plus l'activité, les sensations que les gens peuvent vivre sur place. Super, je te remercie Charlie, je te dis à bientôt. Merci beaucoup à toi Sandy, bonne continuation. Bye bye.
Bonjour Madame Karen. Bonjour Sandy. Merci pour cet accueil. Normal. Vraiment, c'est un plaisir vraiment d'être là aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez me présenter votre projet? Alors, mon projet réside dans un jardin, un site paysager, où s'y trouve réuni tout le patrimoine fruitier de la Guadeloupe. Alors, et pourquoi vous vous êtes lancé dans l'arboriculture? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Eh bien, vous savez, je trouvais que c'était magique, un arbre qui donnait des fruits à proximité de la maison. Quand on veut faire son petit courbouillon, on a le citron à 2 pas. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer un jardin qui regroupe plus que citronnier, mais toutes les espèces qu'on a en Guadeloupe. Vraiment agréablement surprise. Et ce jardin s'étale sur combien? Un hectare. En agriculture, le terme exact, c'est 2 hectares pondérés. Mais en surface réelle, il s'agit d'1 hectare. Voilà. D'accord. Donc ce site, en tout cas le jardin, vous faites découvrir par le biais d'une visite guidée? Exactement. Parce que les personnes qui viennent visiter, au lieu d'être lâchées et de compter que sur soi-même pendant la visite, c'est très peu intéressant. Donc j'ai pensé qu'en guidant la personne, en racontant l'histoire de l'arbre fruitier, d'où il provient, comment il est arrivé en Guadeloupe, et puis ses vertus médicinales, parce que comme c'est des arbres fruitiers, on pense à manger, à consommer le fruit, et on ne pense pas que les feuillages, les écorces, les racines ont des vertus médicinales. Donc c'est s'approprier véritablement l'histoire de l'arbre en question. Très bien. Alors vous recevez ici des locaux, mais alors également des touristes, c'est entre les deux? Alors c'est vrai que c'est entre les deux, c'est du mix. C'est vrai que de plus en plus, surtout avec l'apparition de la maladie qui sévit en ce moment mondialement, et donc les gens sont très intéressés aujourd'hui par les vertus médicinales des arbres, et donc je tombe en plein dedans, et donc mon jardin a toute sa raison d'être aujourd'hui. Et puis les touristes, c'est vrai qu'ils sont friands, ils sont friands de tout ce qui n'est pas commun, qui ne provient pas de chez eux. Ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils mangent dans leur assiette, ou bien qu'est-ce qu'ils boivent, parce qu'ils consomment bien évidemment local. Et donc de voir ces arbres-là avec leurs fruits, ça les rassure de la provenance de ce qu'ils mangent et qu'ils boivent. Très bien. En tout cas, justement, si nous avons envie de venir découvrir, en tout cas pour les téléspectateurs, Madame Karen, comment venir chez vous? Quels sont les horaires d'ouverture? Est-ce qu'il faut réserver, planifier son passage chez vous? Dites-nous tout. Eh bien, tout à fait. Ce sont des visites guidées. On démarre à 1h et on finit à 1h. Donc, il y a une visite à 9h, prévue à 9h, ça dure 2 heures. À 11h, on en a fini. Et il y a une visite l'après-midi, et c'est à 15h, et ça se termine à 17h. Donc il faut bien évidemment prévenir, au moins la veille, quelques jours en avance, mais au moins la veille. Alors au 06 90 49 74 17. En tout cas, je vous recommande le domaine Lucente Idali. C'est vraiment une très très belle découverte. Je ne connaissais pas, Madame Karen, vraiment merci. Très belle visite, et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir de vous accueillir chez moi. Mais voilà, nous sommes à la 2e édition du ZCL Offside, et cette fois-ci nous sommes à Dié, et nous sommes avec, on va dire,
la grande organisatrice de ce grand marché du DE, Marie-Lisa Bernier, bonjour. Bonjour Danick. Alors, comment ça s'est passé, ce marché, parce qu'on n'en avait pas entendu parler avant? Ben écoutez, c'est un marché qui existe depuis environ 2 ans, qui a été fortement impacté par la période Covid. Et puis il y a 6 mois, Madame le maire m'a demandé effectivement de réveiller un peu ce marché. L'idée, c'était d'en faire plus qu'un marché, une véritable foire, un espace de rencontre, un moment de convivialité. Et puis aujourd'hui, c'est un marché qui invite au voyage. On vous emmène, on emmène le visiteur à Tahiti, à l'île Maurice, on l'emmène au Venezuela et c'est une formule qui plaît, dont on est assez fier parce qu'on retrouve tout ce qui se fait de mieux en Guadeloupe en matière d'agro-transformation, d'agriculture, d'artisanat. On a aujourd'hui 142 stands, Danick, et des stands les plus variés. Oui. On a aujourd'hui les vergers de Canaan qui nous font l'honneur d'être là et qui ont préparé une soupe à Congo, mais de compétition. Oui. Et je crois que ce qui est plaisant, c'est que les artisans viennent de toute la Guadeloupe et depuis quelque temps, ce rendez-vous, ce marché est devenu en fait le rendez-vous de la Côte-sous-le-Vent. Donc on en est très fiers. Mais alors, une question, c'est aussi une attraction touristique? C'est un marché qui tient ses promesses parce que je m'étais engagée auprès des exposants à en faire à la fois un lieu de rencontre pour le visiteur, mais aussi pour le déisien, c'est important. Oui, oui. Et vous savez comment c'est difficile de trouver un équilibre, de faire en fait une attraction qui plaise aux touristes et aux visiteurs, parce que quand on est visiteur, on n'a pas forcément les mêmes attentes. Tout à fait. Et là, on arrive, tant bien que mal, à réunir les deux. J'allais poser la question justement. Le secret, c'est une volonté politique affichée du maire, en fait, de faire de ce marché le marché de la Côte-sous-le-Vent, et aussi une volonté des agents de nous accompagner. Et là, j'ai des agents qui sont là depuis 5 h du matin, qui travaillent avec le sourire, qui travaillent le samedi et qui font que ce marché est ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire ça seul en fait. Je me rappelle au début, moi quand je suis arrivée, le marché avait déjà à peu près 1 an et demi, on avait 30 artisans. Oui. Et donc on a eu le Covid, c'était compliqué, on a eu des annulations. Et puis depuis 6 mois, je me suis dit, allez, on va monter en gamme et on va montrer que qu'il n'y a pas de petite commune, voilà, qu'on est une grande ville et qu'à chaque fois qu'il y a de la volonté, en fait, il peut y avoir une certaine réussite. Et aujourd'hui, vraiment, on prend plaisir à voir l'esplanade qui vit. Très clairement, vous avez vu des stands éclectiques. On a aujourd'hui Ronnie Théophile qui vient présenter son ouvrage. Il y a du Stillman d'ailleurs. Il y a du Stillman. Enfin, on a tellement de choses. Et on a, vous avez remarqué, une ambiance mais familiale. Oui. C'est des gens qui sont passionnés et par conséquent passionnants. Et moi, je prends, quand je viens sur ce marché, un bain d'humilité. Et je me rends compte que on parle tout le temps de Fosse à Pays-là. Oui, Fosse à Pays-là, c'est les artisans, c'est les agriculteurs, c'est les agro-transformateurs. Donc merci à eux d'être là et de faire vivre ce marché. Alors, on prend déjà le rendez-vous pour le prochain marché, c'est dans combien de temps? Le prochain marché, c'est un marché qui a lieu tous les 3e samedis du mois, en fait, de 7 h à 14 h. Donc le prochain, c'est? Le prochain, ça serait le 16 avril. On va d'ailleurs découvrir la commune, d'autres aspects de la commune, parce qu'il n'y a pas que le marché. Tout à fait. Bien, mais merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, aux auditeurs de Canal 10 et précisément singulièrement du ZCL et du ZCL Offside, on vous attend. À très vite. Il fait. Hello Rémi. Bonjour, bonjour. Je suis contente vraiment de découvrir ta magnifique boutique.
Vraiment, c'est top. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton projet de façon succincte? Alors, Biolacase, c'est tout d'abord une épicerie fine qui a vu le jour en décembre 2021. Bébé tout neuf alors. Bébé tout neuf. Juste après les fameuses 3 semaines de grève. C'est une épicerie fine où on retrouve des produits locaux, exclusivement locaux, je précise. Donc pour le coup, ce sont les petits producteurs, les petits agrotransformateurs de l'île qui fournissent les produits. Donc ça reste des produits d'exception avec une certaine rareté et tout à fait bio, que je tiens à mettre en avant. Très 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 beau projet. Alors je crois que tu m'as dit aussi que tu fais des produits cosmétiques. C'est ça. Il y a la partie cosmétique, on retrouve des produits pour la peau, le visage, notamment les beurres. On a aussi les baumes fondants. Donc je peux acheter ma gamme de produits chez toi. Exactement. Je peux acheter mon démaquillant, ma crème de... Ah, mais c'est top ça. Voilà. Et même les huiles. On a pas mal d'huiles locales et aussi les shampoings solides et les savons. Super. Alors, est-ce que tu as des coordonnées? Dis-nous tout. Comment retrouver ta boutique ADE? Des coordonnées également, si on veut te joindre. Alors, Biolacase se situe au centre-ville de DE. Donc, sur la route, on va dire principale, mais retour vers Sainte-Rose. Et alors, je suis disponible par téléphone fixe au 0590 041 590, mais aussi sur la page Facebook. Biolacase, la page Insta, Biolacase. Et il y a aussi le site internet Biolacase où on peut commander en ligne, se faire livrer en Guadeloupe et en métropole, mais aussi on peut aussi faire du click and collect. Mais c'est top ça, en tout cas, Biolacase est connecté. Exactement. Et au bout du jour, c'est top. Très bien, merci Rémi. Je vais faire un tour de la boutique et voir toutes ces belles choses que tu proposes. Entendu. La ville de DE a connu un événement particulièrement marquant. Le 22 juin 1962, un avion Boeing 707 d'Air France s'écrasa sur le dos d'Anne dans les hauteurs de la section caféière de DE, l'heure de son approche à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Il y eut 113 victimes, dont le député de Guyane Justin Katayi et l'écrivain guadeloupéen Paul Niger. Cet accident aérien demeure le plus grave de l'histoire de la Guadeloupe. On peut encore aujourd'hui observer des débris d'avions. Ben voilà, le deuxième épisode de ZCL Offside est terminé pour aujourd'hui. Replay bien sûr sur le Facebook du ZCL ou sur le Facebook de Canal 10. Il faut aussi dire que le prochain rendez-vous du Grand Marché de DS est dans 3 semaines, le 16 avril exactement. Et quant à nous, le prochain ZCL Offside, ce sera probablement la commune de Vieux-Habitants. On prend déjà rendez-vous. Je vous rappelle très rapidement qu'en début de ZCL, on a parlé au niveau de l'actualité de la finale de maths avec Olivier Félix, bien évidemment de la conférence de la Fédération hospitalière à Basse-Terre
avec justement le maire de Basse-Terre qui est président de cette fédération. Je parlais de André Atala. Nous avons aussi visité la région dans les centres de formation et puis nous avons reçu des invités aussi, un comédien, puisqu'il y a une pièce qui se joue demain, samedi, à l'Archipel. Je vais parler de Christian Gounon, qui est de la Comédie Française, et de Kim Babrouk pour la pièce Les 5 fois où j'ai vu mon père. C'est une pièce de Guy Régis Junior. C'est un Haïtien qui est écrivain et dramaturge. Ensuite, nous avons reçu Philippe Romana, chef de projet marketing et de communication de la MJPS, et puis Edith Evrilus et Madame Eliazor qui ont parlé justement des 60 000 rebonds. La réalisation était assurée par notre ami Jordan. Le proverbe du jour, pas oublié, Zandoli Kabaye compte sans ini. Même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas tout donner ce que l'on possède. Effectivement, on le sait. Voilà. Rendez-vous demain à partir de 12h30. Même bien là, ZCL News là. Et pas oublier, à partir de demain, pas ni masque. Bah, les masques, c'est fini. Bye bye.